Objet de toutes les attentions depuis l'avènement du renouveau démocratique dans les années 90, la Cour constitutionnelle est une institution essentielle dans le fonctionnement de l'État de droit au Bénin. Moi, Razaki Amouda Issifou, je le jure. Moi, Rigobert Adoumenou Azon, je le jure. Moi, Joseph Djogbenou, je le jure. Moi, Cécile Marie-Josée de Dravo, épouse Zizilokwe, je le jure. Moi, André Katari, je le jure. Moi, Fassassi Mustapha, je le jure. Moi, Sylvain Messa Nouati, je le jure. Mesdames et messieurs, je prends acte de vos serments respectifs et vous renvoie à vos fonctions en vos qualités respectives de membres de la Cour constitutionnelle. Installé le 6 juin 2018 par le chef de l'État, Patrice Talon, cela fait exactement 3 ans que les membres de la 6e mandature ont prêté serment. Le professeur Joseph Djogbenou, élu à l'unanimité président de la Cour constitutionnelle, a pour vice-président le magistrat Razaki Amouda Issifou. L'ancien garde des Sceaux succède ainsi donc au professeur Théodore Olo après la passation de charges qui a eu lieu le vendredi 8 juin 2018. Les premiers mots du professeur Joseph Djogbenou. Il est vrai que la Constitution n'est pas un gadget destiné à la satisfaction intellectuelle de quelques-uns. Elle est la gardienne du trésor, trésor de liberté, trésor des droits individuels de chacun, dont la gestion est confiée au plus fort à la Cour constitutionnelle. Dans le souci de rendre aux justiciables un procès plus équitable, la 6e mandature a procédé dès son installation à la modification du règlement intérieur de l'institution. Effectivement, le premier acte qui a été posé par cette mandature a été la modification du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Ce règlement intérieur qui était en vigueur depuis 2005 a donc été modifié en juin 2018. Pour faire quoi? Premièrement, pour offrir plus de transparence et plus de contradictoire dans l'office de la Cour constitutionnelle et, de manière accessoire, plus de célérité. L'objectif au départ était donc le contradictoire et la transparence et on a obtenu la célérité et l'efficacité. Le contradictoire, pourquoi? Le contradictoire existait avant, ça veut dire que lorsque quelqu'un faisait son recours, on essayait de donner la parole à la personne qui était mise en cause. Cette personne qui peut être un organisme public, un ministère, la présidence de la République, l'Assemblée nationale, une institution de l'État. Cet organe avait l'occasion de donner son point de vue. Et très souvent, la Cour constitutionnelle considérait à partir de ce moment que le contradictoire était en œuvre et que le contradictoire était même achevé, puisque les deux points de vue étaient déjà reçus et la Cour estimait que c'était suffisant pour rendre sa décision. Il arrivait quelquefois que les personnes qui ont fait leur recours, une fois la décision rendue, s'étonnent de la réponse qui a été donnée par l'organisme mis en cause et des conséquences qui en ont été tirées par la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que le contradictoire n'était pas assez approfondi. Et qu'apporte de nouveau la réforme du règlement intérieur, c'est que ce contradictoire ne va plus être un contradictoire à distance et secret. Ça va être un contradictoire qui permettra aux différentes parties d'être en présence l'une de l'autre et de pouvoir non seulement émettre chacun son point de vue, mais avoir la possibilité de discuter et de remettre en cause le point de vue de l'autre, sans que l'autre ne dise qu'il n'était pas au courant de cette remise en cause. Ça veut dire que c'est les débats publics aujourd'hui. Il y a eu la création de 2 chambres de mise en état qui permettent aujourd'hui, lorsque une requête est déposée à la Cour, non seulement d'écrire à l'organisme qui est interpellé pour que l'organisme réagisse, mais d'inviter cet organisme à venir et à se présenter devant la personne qui a fait la requête et que les deux échangent leurs arguments devant un nombre réduit de conseillers, c'est-à-dire 3 par chambre de mise en état, et de répéter cet exercice autant de fois qu'il est nécessaire pour que la chambre de mise en état en question estime que le dossier est en état. Une fois que ce dossier est en état, on peut maintenant programmer l'audience plénière qui permet, encore une fois, d'exposer ce que le rapporteur pense proposer à la Cour
et d'offrir encore une dernière fois l'occasion aux parties d'émettre leur point de vue avant que la Cour ne se retire pour délibérer et rendre sa décision. Une évidence qui contraste avec la légendaire réputation des couvents, des chambres noires. L'ouverture de la Cour au public et sa proactivité font alors aiguiser la faculté des citoyens à user de leur droit constitutionnel de saisine. La haute juridiction, en 3 ans, a rendu près de 1700 décisions. Ce contradictoire qui a été voulu et cette transparence qui a été également voulue ont débouché sur une efficacité redoutable de la Cour constitutionnelle. Eh bien, imaginez-vous, les mandatures précédentes ont toujours eu à donner une moyenne de 200 à 250 décisions. Mais dès 2018, avec ces réformes, nous sommes allés à 270 décisions. L'année suivante, 2019, nous sommes allés jusqu'à plus de 500 décisions, 533 décisions. 2020, nous sommes allés jusqu'à 728 décisions. Et ça veut dire que les citoyens ont commencé à faire davantage confiance à la Cour constitutionnelle, ayant vu comment les choses se passent, sachant qu'il n'y a pas de combine entre institutions de l'État, sachant que les jeux sont ouverts et que tout le monde peut venir, l'audience étant publique, écouter les arguments de part et d'autre, et même anticiper un peu ce que la Cour pourrait faire, puisque le rapport qui est préparé par le rapporteur est lu en avance, en primeur aux partis, et les partis réagissent. Cette transparence-là a convoyé vers la Cour constitutionnelle un nombre incroyable de demandes, de recours, de fonctionnaires, de civils, d'agents ordinaires, de citoyens, de détenus, toutes les personnes qui, en lisant la Constitution du Bénin, se sont rendues compte que la Constitution n'est pas seulement le test qui organise les rapports entre les institutions, mais c'est également le test qui offre des droits aux individus, qui offre les droits fondamentaux, les libertés publiques. Et chacun peut puiser dans ces libertés publiques, celles qui sont menacées, celles qui lui font préjudice de la part de telle ou telle institution, sans avoir peur que cette institution ne prenne le dessus, n'utilise la puissance publique, n'utilise la combine, les magouilles, pour ne pas répondre d'une éventuelle violation de leur part. Et cette transparence a effectivement encouragé tous ces recours. C'est pour ça que ces chiffres-là sont ceux que nous pouvons aujourd'hui célébrer. Aujourd'hui, nous assistons à un autre pan du droit constitutionnel, un autre pan de la Constitution, les droits fondamentaux, les libertés individuelles, la liberté des uns et des autres. Que ce soit les droits civils et politiques, que ce soit les droits économiques et sociaux, c'est les citoyens qui ont décidé de prendre désormais leur destin en main à travers leurs droits qui sont contenus dans la Constitution. La Constitution n'est plus la chose des dirigeants, c'est devenu la chose des individus, et c'est cela qui fait que ces individus, ces particuliers, font recours à la Cour constitutionnelle et obtiennent régulièrement gain de cause lorsque effectivement la Cour estime que leurs droits sont protégés. Vous ne pouvez pas imaginer la joie des fonctionnaires qui, se fondant sur la violation des principes de discrimination, sont rétablis dans leurs droits. Vous ne pouvez pas imaginer la joie des personnes, par exemple des femmes de l'armée qui ne devraient pas pouvoir enfanter pendant un certain temps, tomber enceinte, qui devaient être radiées simplement parce qu'elles pouvaient tomber enceinte, alors que la même exigence n'était pas faite aux hommes. Vous ne pouvez pas imaginer la joie des individus, des femmes béninoises, qui, en épousant un étranger, se demandent si elles peuvent donner la nationalité béninoise à cet étranger, autant que l'homme béninois donne la nationalité à l'étranger. Vous ne pouvez pas imaginer la joie de ces personnes qui écrivent en braille et qui se demandent si elles peuvent également compétir en matière de fonction publique. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que beaucoup de personnes qui sont en détention et que certains magistrats, alors que la plupart des magistrats travaillent bien, certains magistrats oublient en prison, ne prenant pas le soin de renouveler leur mandat ou de les soumettre au jugement, prolongeant ainsi l'instruction au-delà du délai raisonnable. Vous ne pouvez pas imaginer leur joie lorsque la Cour constitutionnelle rétablit leurs droits et demande que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable soit fait, demande que les détentions arbitraires cessent, demande que les détentions abusives cessent, demande que les discriminations cessent à l'égard des femmes, à l'égard des enfants, à l'égard des veuves, à l'égard des fonctionnaires. Il est vrai que cette mandature en 3 ans a donné l'impression que les décisions portant sans recours de la haute juridiction peuvent être remises en cause, fragilisant la sacralité du principe de l'autorité de la chose jugée. On citera par exemple les décisions d'annulation de la prorogation du mandat du COSLEPI
puis du retrait du droit de grève aux magistrats et aux personnels de la santé. Les grèves répétitives laissent place à un travail continu et bien fait dans l'administration publique, comme le souligne le secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Il y a derrière chaque prise de position face à certaines questions sociales importantes, il y a une idéologie, il y a quelque chose qu'on privilégie. Au Bénin, par exemple, qu'est-ce qu'on veut privilégier? Est-ce qu'on veut privilégier la solidité de l'État, le fait que l'État soit debout pour donner satisfaction aux citoyens? Est-ce qu'on veut privilégier la valeur travail? On veut privilégier le laisser-aller et la joie de dire qu'on a des libertés? Alors, si pour répondre à ces questions, si vous prenez la question sur le droit de grève, certes, le même article 31 de la Constitution est là et a dit quelque chose. Mais quelle est l'idéologie qu'on veut mettre en œuvre derrière ça? Est-ce qu'on veut penser à la devise du Bénin qui est fraternité, justice, travail, et donc mettre la valeur travail au-dessus de tout? Est-ce que nous voulons que notre État soit solide sur ces trois piliers? Quels sont ces trois piliers? Ces trois piliers, c'est l'exécutif, c'est le législatif et c'est le judiciaire. Lorsque vous prenez le législatif, qu'est-ce qui permet au législatif d'être debout? C'est l'âme et c'est les finances. C'est ça, les forces de l'exécutif, c'est d'avoir l'armée, d'avoir le monopole de la violence légitime, l'armée et les forces paramilitaires. Et c'est aussi l'argent, les ressources pour faire tout le reste. Qu'est-ce qu'on peut faire sans ressources pour un État pauvre? Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier de l'État, c'est le législatif. Le troisième pilier, c'est la justice. Que les personnes qui ont des problèmes puissent rapidement trouver ceux qui vont répondre à ces problèmes et que ceux qui sont en détention sachent rapidement s'ils sont coupables ou pas. Ces trois piliers, la Cour constitutionnelle a estimé que le droit de grève ne peut pas les toucher. Si vous prenez le pilier législatif, il y a des décisions avant même la mandature actuelle qui ont dit que les députés ne peuvent pas faire grève. Si vous prenez le pilier exécutif, quels sont ses moyens, quelles sont ses modalités? C'est l'armée et les forces paramilitaires et d'autre part les finances. Dit donc que l'État risque de tomber. Si son pilier exécutif tombe, c'est dire que il faut que l'État reste debout et que les personnes qui participent à la fonction exécutive dans son cœur, à savoir l'armée, les forces paramilitaires et les finances, ne peuvent pas se mettre en grève sans que l'État lui-même tombe. Et c'est d'autre part le fait de dire que le judiciaire également ne peut pas se mettre en grève, car on ne peut pas dire que quelqu'un peut rester indéfiniment en prison sans savoir quand est-ce que sa discussion... Vous savez qu'au Bénin, il y a plus de personnes en détention sans jugement que de personnes en détention avec jugement. On ne peut donc pas non plus accepter que la grève dans ce secteur empêche ces personnes de retrouver rapidement les libertés. Et que aussi les citoyens qui ont envie d'aller au concours, d'avoir leur certificat de nationalité, leur casier judiciaire, ne puissent pas le faire dans les délais. Vous savez qu'un casier judiciaire, ça se périme au bout de 3 mois, etc. Et donc, quand vous prenez l'État, l'État doit rester debout. La décision de la Cour constitutionnelle dit on ne peut pas accepter que les personnes qui participent aux fonctions qui permettent à l'État de rester debout puissent faire grève. Ces personnes, ce sont les membres des forces armées, les membres des forces paramilitaires, ceux qui contribuent aux ressources essentielles de l'État pour que l'État reste debout, ceux qui participent à la justice au sein de l'État. Et deuxième pilier, ceux qui participent à la vie, ceux qui font que la vie est la chose la plus importante, c'est-à-dire le secteur de la santé. Parfois étiquetée, décriée, dénigrée par cette décision, la 6e mandature de la Cour constitutionnelle n'a pas laissé les critiques émousser sa proactivité et son engagement. 3 ans déjà qu'elle œuvre à remplir sa mission avec une célérité qui rend ostensible sa détermination à sortir de l'apathie qui caractérisait l'institution. Dès sa première année d'exercice, la mandature actuelle a été confrontée au défi de l'encadrement des élections législatives d'avril 2019. Un défi de taille au regard du contexte marqué par l'adoption de nouvelles lois électorales qui, pour la première fois, furent éprouvées. De plus de 200 partis et mouvements politiques, le Bénin s'est retrouvé dès le début de cette année 2019 à une dizaine de partis politiques. Tout le monde est heureux aujourd'hui de constater que nous avons des années scolaires sans interruption, que nous n'avons plus de cas de personnes qui arrivent à l'hôpital et qui ne peuvent pas être soignées et qui meurent parce qu'on dit que la santé a fermé. Est-ce que la santé peut fermer? Votre santé, votre corps, on dit la santé a fermé, la sécurité a fermé, la justice a fermé, l'argent, les caisses sont fermées. Quel État peut vivre
sans ressources financières. Les activités scientifiques ont également occupé les membres de cette mandature. Il n'est pas coutume de voir la haute juridiction constitutionnelle se mettre volontairement à la barre pour se faire juger. Elle va alors se faire petite, ouvrant humblement des brèches de réflexion sur son travail à travers l'organisation de plusieurs autres rencontres thématiques. Je suis particulièrement heureuse d'avoir suivi les travaux. Ça m'a ramené à 25 années plus jeune. Et je vais juste je vais faire une petite comparaison à ce que nous avions connu à l'époque et ce que nous connaissons actuellement. D'abord, pour l'installation de cette première mandature, cela n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de résistance. Disons que la Cour a démarré, pas sur des chapeaux de roue, mais à pas de sénateurs pour savoir comment ça va se dérouler. Et nous avions déjà connu à cette époque-là les problèmes que vous connaissez en ce moment. Je ne citerai qu'un exemple, les rapports entre la magistrature, les juges judiciaires et la Cour suprême. La Cour suprême et la Cour constitutionnelle. La 6e mandature est applaudie, encore, bien que critiquée, mais est encore applaudie, acceptée dans notre environnement juridique. Et sur ça, je suis vraiment particulièrement heureuse de constater l'évolution des choses, l'amélioration des choses. Il y a eu des petits attouchements que nous avions fait à l'époque pour essayer que le public adhère, soit concerné par la justice constitutionnelle. Et je vois que la modification apportée par le règlement actuel va davantage dans ce sens, pour que les gens puissent se sentir concernés, pour que les gens se sentent intéressés à ce qui se fait à la Cour constitutionnelle. Bravo, bravo donc, je vois que la relève est parfaitement assurée et qu'elle ira encore plus loin. Vous savez, les activités scientifiques, c'est l'humilité. L'humilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas tout. Ça veut dire qu'on est prêt à écouter les critiques. On est prêt à comparer ce qu'on fait avec ce qui se fait dans d'autres pays. Alors, pour mettre en œuvre cette humilité, il faut donner la parole aux universitaires qui passent leur temps à regarder ce qui se fait dans le monde. Il faut donner la parole aux praticiens qui regardent aussi, qui vivent au quotidien ce qu'on leur demande de faire. Leur donner la parole, c'est organiser des colloques, des séminaires, faire le bilan. Qu'est-ce que vous pensez de telle chose? Qu'est-ce que vous pensez de telle autre? Comment ça se passe dans tel autre pays? Comment ça se passe dans les grandes démocraties? Sommes-nous vraiment en retard? Qu'est-ce qui fonde telle position? Donc, c'est de donner l'occasion lors de colloques. Mais les colloques ne suffisent pas. Il faut laisser des traces. Donc, la revue scientifique, la revue RCC de la Cour constitutionnelle a également été créée et a déjà sorti plusieurs numéros. Et cette revue permet effectivement à tous ceux qui ont des idées, les étrangers comme les Béninois, de pouvoir émettre ces idées dans cette revue qui devient un lieu de partage, un lieu de réflexion, un lieu où l'humilité amène la Cour constitutionnelle à regarder les critiques, les observations qui sont faites et à se mirer et à regarder aussi les expériences d'ailleurs pour améliorer son fonctionnement. Et ce n'est pas que la Cour constitutionnelle qui profite de ces colloques ou de cette revue, c'est l'ensemble des personnes qui s'intéressent à la démocratie, à l'état de droit et aux droits de l'homme dans toute l'Afrique et même dans le monde. En 3 ans, la 6e mandature de la Cour constitutionnelle a fortement marqué la vie publique au service des plus faibles en matière des droits humains ou des institutions pour le bon fonctionnement. Quelques acteurs politiques apprécient le rôle de cette Cour depuis son installation. Ce que moi je peux retenir, c'est que les décisions de la Cour sont sans recours, suscitent souvent des commentaires qui sont libres. Et quels que soient les Béninois, le camp auquel ils appartiennent, ils ont telle position ou telle autre. À chaque fois que la Cour est saisie, les Béninois se font une idée de la décision qui doit sortir. Souvent, les Béninois attendent à ce que la Cour aille systématiquement contre le pouvoir en place. Comme c'est une institution de contre-pouvoir, il faut que toutes les décisions qu'elle sortent systématiquement aillent en défaveur du pouvoir. Or, telle n'est pas la mission de la Cour. Donc, pas du tout. Alors, ce que je puis noter pendant la mandature du professeur Diogbenou, c'est que cette Cour, au début, a rendu des décisions qui ont fait polémique. Mais quand moi, je parcours ces décisions, je pense que
aujourd'hui encore, si on me demande si ces décisions doivent être rendues dans le sens où elles ont été rendues, je dirais exactement la même chose. Je note à l'actif de la mandature actuelle, qui est un exploit du professeur Joseph Djogbenou, des réformes qui ont permis aujourd'hui d'avoir des audiences publiques au niveau de la Cour constitutionnelle. En temps, cette Cour était considérée comme un couvent, d'où les décisions sortent pour sceller le sort de X ou de Y. Mais aujourd'hui, malgré qu'elle garde son caractère de sanctuaire de l'accouchement des décisions juridictionnelles, elle a donné accès au public qui vient assister au débat. Et lorsque vous assistez au débat, à l'instruction, et que ceux qui ont eu à saisir la Cour apportent leur mémoire, et que ceux qui sont impliqués apportent leurs répliques, et que les débats se font, de là déjà, ça forge l'opinion, on voit dans quel sens la décision de la Cour pourrait y aller. Et depuis que ce temps, j'ai commencé à voir que les décisions de la Cour sont moins critiquées. Et de par le travail de vous qui êtes les hommes de la presse au sein de la Cour, de par le travail de rapport, de reportage systématique que vous faites du processus et des débats qui sont en cours souvent à la Cour, désormais, je pense que quand la Cour sort une décision, tout le monde, en tout cas la majorité, se retrouve. Je suis entièrement satisfait des 3 ans passés à la tête de cette Cour. Le président a donné, disons, une nouvelle orientation à cette Cour, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Aujourd'hui, on peut assister, disons, à des plénières, participer à des plénières, avoir la décision sur le champ, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est à son actif, nous tenons à remercier le président Djogbenou qui vraiment a mis ses compétences au service de cette Cour. N'eût été lui, vraiment le Bénin serait peut-être à terre. Il a fait un mandat exceptionnel et continue de le faire. Je le félicite et je crois qu'on doit l'encourager à aller plus de l'avant parce que le Bénin vraiment a besoin des hommes comme lui. Sans vous mentir, il a prouvé qu'il est à la hauteur de la mission que la nation lui a confiée. Dans le passé, les présidents des cours constitutionnelles s'occupaient seulement de la proclamation des résultats et de l'installation des présidents. Or, aujourd'hui, la remarque est tout autre. C'est-à-dire, il n'est pas un président qui s'assoit dans son bureau et attend le 6 avril pour aller installer le président de la République. Non. La 6e mandature de la Cour constitutionnelle a tenu également à offrir aux citoyens qui sollicitent l'institution un cadre adéquat d'accueil et de bonnes conditions d'accessibilité. Il y a 3 ans, voilà l'état dans lequel se trouvait le siège de la haute juridiction. Il a été négligé depuis de nombreuses années. Mais avec l'avènement de la Cour Djogbenou, les bâtiments ont été réfectionnés et rénovés, répondant aux normes et offrant de meilleures conditions de travail aux conseillers et à l'ensemble du personnel de la Cour. La rénovation du bâtiment de la Cour constitutionnelle a permis donc à la haute juridiction de remplir efficacement et dans les meilleures conditions ses missions, d'abord en organisant dans un cadre adéquat la présidentielle du 11 avril, puis en proclamant les résultats définitifs de la présidentielle. À la salle d'audience, M. Isidore de Souza. Article 1er proclame définitivement élu dans les fonctions respectives de président de la République et de vice-présidente de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon et Mme Mariam Tchabi Talata. Article 2 dit que conformément à l'article 157-3, alinéa 2 de la Constitution, le mandat du président de la République en exercice expire le 23 mai 2021 à 0 heure. Article 3 dit que, conformément à l'article 153-3, alinéa 4 de la Constitution, le mandat du président de la République élu prend effet pour compter du 23 mai 2021 à 0 heure.
Pour l'égide de son président, le professeur Joseph Diogbenou, la 6e mandature de la Cour constitutionnelle en 3 ans aura battu un chemin bien long. Le cap actuel doit être maintenu pour la satisfaction et le bonheur des populations. La volonté y est et les 7 sages ont décidé d'aller de l'avant.